patienté, et puis on a déjà un peu évoqué qu'il avait très gentiment accepté aussi de faire partie de notre comité d'orientation scientifique international, parce que Jean-Benoît, il arrive de Bruxelles, voilà, c'est l'international. Et avec... en train, et avec une dimension aussi qui est qu'il n'est pas complètement investi dans la recherche, même s'il travaille aussi beaucoup avec les chercheurs, et donc on peut avoir aussi cet autre point de vue. Voilà. Donc je te donne la parole directement, Jean-Benoît, et je te remercie. Merci. Bonjour, rebonjour à tous. Merci de votre accueil en tout cas. Donc si j'ai bien compris, je suis l'alibi multi-acteur, transversalité de la Réunion. J'ai essayé de... Je crois qu'hier on parlait du syndrome Tour de Babel, qu'on ne se comprend pas. Donc j'essaie de vous parler un peu plus de ce qu'on fait, notre perspective sur la bioéconomie, vous présenter un peu ACR+, et puis derrière on pourra échanger sur le sujet. Alors je viens de Bruxelles, mais malheureusement je suis français. Donc je vais pas vous faire les 90, les 70, l'accent rigolo. Mais bon, vous ferez avec. Je vais commencer par vous présenter ACR+, ce qu'on fait, qui on est. Je parlerai un peu on est inclus dans pas mal de projets, donc sur ce qu'on appelle la bioéconomie, mais sur un champ sûrement un peu plus resserré que sur quoi vous travaillez. Et puis derrière, je vous présenterai un peu l'état de nos réflexions sur bioéconomie, biodéchets, et un peu les interrogations aussi qu'on a, auxquelles on pourrait peut-être répondre. Alors, en résumé, ACR+, c'est un acronyme pour l'Association des cités et régions pour la gestion durable des ressources. On a été créé en 94, en 94. À l'époque, on s'appelait ACR, puisque c'est l'Association des cités et régions pour le recyclage. En fait, c'était suite à la loi sur les emballages, la directive emballage. Et il y a différents territoires, dont Bruxelles, qui s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour mettre en place au niveau local et régional ces nouvelles stratégies, comment on l'interprète et comment on essaie de voir ce qui se fait ailleurs. Au fur et à mesure, on s'est intéressé de plus en plus à un sujet plus large, donc à la prévention des déchets. Et maintenant, on est dans l'ère de l'économie circulaire, et c'est pour ça qu'on s'appelle, pour la gestion durable des ressources. Notre champ d'action, c'est surtout ressources matières. On essaye de faire des ponts avec l'énergie, un peu avec l'eau, mais notre cœur de métier, c'est vraiment ressources matières. Nos membres, on en a une centaine dans 23 pays européens. Le cœur de nos membres, c'est des villes et des régions, représentés par différents acteurs. Il y a des municipalités, il y a des intercos, il y a des autorités régionales, des provinces. Il y a aussi des entreprises publiques de gestion de déchets. Ça va être eux les interlocuteurs privilégiés pour certains territoires. Et comme l'économie circulaire, c'est une problématique multi-acteurs, on l'a beaucoup évoqué, on a aussi des membres qui ne vont pas être dans notre board, dans notre bureau, mais qui vont quand même participer, des entreprises privées, des éco-organismes, des universités, des associations. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nos membres? On fait notamment, on est plus un réseau technique, on n'est pas vraiment, même si on en fait un peu, on n'est pas vraiment un réseau de lobbying, on ne passe pas notre vie à la Commission ou au Parlement européen pour avancer. On est plus un réseau d'échanges et l'idée de nos missions, c'est vraiment de faciliter les échanges entre nos membres, de bonnes pratiques. Il y a un souci en Europe, c'est qu'il y a quand même une diversité d'approches, une diversité de contextes. C'est pas toujours facile de se comparer, de savoir ce qui peut marcher à un endroit, si ça peut marcher ailleurs. Donc on essaye un peu de faciliter ça, d'avoir des comparaisons un peu plus raisonnées sur ce qui marche pas, les limites, etc. Et donc on fait différentes publications qui viennent soit des demandes de nos membres, soit liées aux projets dans lesquels on est et pour lesquels on pense qu'on a des choses à tirer. Donc je vous ai mis quelques exemples. On a sorti quelque chose sur la gouvernance, sur la bioéconomie circulaire, donc à la demande de notre membre Pays de la Loire. Pendant la crise du Covid, on a fait une étude sur l'impact du Covid sur la gestion des déchets. Suite à des différents projets sur la construction-démolition, on a sorti un guide assez synthétique sur en quoi les villes peuvent agir sur la construction circulaire. Voilà. Et on fait aussi de la comparaison de données. On a un observatoire déchets. Donc là, une des dernières publications, c'était de comparer 135 systèmes de collecte et de tri de papier et emballage pour voir finalement
dans quel territoire on a des moins bonnes performances, quelles sont les corrélations avec les facteurs extérieurs, mais aussi avec les politiques mises en place, qu'est-ce qui marche effectivement quand on regarde les données. On a un rôle assez important aussi en termes de diffusion de l'information et de mise en réseau, donc on publie des newsletters, on publie des news, on publie des mises à jour de ce qu'on fait, de ce que font nos partenaires, de ce que font nos membres. Et ça permet de se tenir aussi informé des initiatives un peu innovantes. Oh, hop là. Ah. Voilà, alors ça c'est différent de nos projets. On est impliqué dans beaucoup de projets européens. Certains qui sont portés par nous, je pense à quelque chose que vous devez peut-être connaître, la Semaine européenne de réduction des déchets. On a aussi quelque chose qui s'appelle l'EPR Club, le Club REP, où on va avoir des discussions avec d'autres acteurs sur les filières à responsabilité élargie du producteur. Et puis après, on va avoir tout un tas de projets européens, Horizon 2020, Interreg, LIFE, qui vont aborder différents types. Donc ça va être plus axé sur l'organisation technique, sur la communication, sur la gouvernance. Sachant que pour l'instant, on a cette approche très projet, mais qu'on est aussi en transition. Et on essaye aussi de regrouper tous ces différents projets, ces différentes ressources sous forme de thématiques, pour aussi aller vers plus de transversalité. Donc, vos problématiques de transversalité, de mieux mettre en perspective les différents aspects des chaînes de valeur, c'est quelque chose aussi sur lequel on réfléchit en ce moment. Je vais aller très vite là-dessus. Coopération internationale, on est dans différents partenariats, consortiums qui cherchent à soit porter un message particulier, soit mettre en commun des ressources, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de plateformes, et pour pallier à ça, on crée des nouvelles plateformes pour relier les différentes plateformes. Ça marche plus ou moins, mais au moins on essaye d'y être quand même. Quelque chose que vous devez connaître, peut-être en tant que particulier, la Semaine européenne, c'est une de nos actions phares. C'était parti il y a plus d'une dizaine d'années sur un projet porté par l'ADEME, qu'on a repris à notre compte et qu'on coordonne tous les ans. Donc en 2022, vous pouvez réserver votre semaine pour réduire vos déchets ou participer aux actions locales. Et en fait, on a tout un ensemble de coordinateurs nationaux, régionaux qui nous aident à mobiliser les gens, et derrière on a une cérémonie pour récompenser les actions les plus intéressantes, et c'est un moyen de donner de la visibilité comme ça, médiatique aussi, à la réduction des déchets, au réemploi, aux initiatives locales. Dernier point sur ce qu'on fait, c'est la campagne More Circularity, Less Carbon. L'idée de cette campagne, c'est on a un membre qui est Zero Waste Scotland, qui est l'agence pour l'économie circulaire en Écosse, qui est un outil qui, en gros, convertit les données déchets municipaux en données en impact carbone. On a eu beaucoup d'occasions manquées sur l'analyse environnementale de nos actions déchets, et on a trouvé ce système-là qui est un bon compromis entre avoir les données locales, c'est-à-dire les données déchets, c'est les données qu'on a, et donner un résultat à peu près clair pour nos membres. Donc je reviendrai sur un peu des résultats sur la partie déchets alimentaires. Donc on accompagne certains membres, en gros 3 par an, en la collecte des données, et puis après on convertit ces données en impact carbone. Alors pas seulement sur la partie traitement de déchets, mais aussi sur la partie impact lié à la production, l'extraction des ressources. Et pour nous, c'est un moyen de remettre un peu à plat la manière dont on gère les déchets, ou l'économie circulaire qui est très tournée sur le recyclage, et de dire le potentiel, en fait, si on veut s'attaquer au problème carbone via l'économie circulaire, il est plus sur la prévention et le réemploi. Et c'est peut-être là qu'il faut mettre les moyens, avec certaines limites, puisque finalement, la prévention et le réemploi, il n'y a pas nécessairement d'objectifs contraignants pour les territoires. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la bioéconomie ? On a plutôt un focus sur l'alimentation et encore plus un focus sur la gestion des déchets. Parce que l'alimentation, c'est un problème commun. Donc je vous ai dit, on a des villes, on a des régions qui n'ont pas forcément les mêmes rôles, les responsabilités, mais partout, tous nos membres ont un rôle sur l'alimentation, à minima sur la gestion des biodéchets. Et il y a des politiques alimentation, consommation, et puis on a des régions qui ont aussi des débits dans l'agriculture, la bioéconomie au sens plus large. Et donc l'alimentation, pour nous, c'est un axe fort de travail.
Et donc, ce qu'on sait bien faire et ce qu'on connaît bien, c'est tout ce qui est gestion de déchets. Et le reste, c'est ce qu'on est en train d'apprendre et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'explorer de manière un peu plus systématique. Donc, j'essaie de regrouper nos différents projets en fonction des thèmes. Donc, sur la partie gestion déchets, valorisation, on a le projet Décisive, que vous devez connaître, puisque c'était l'INRAE qui était coordinateur. Je vous en ferai 2 mots des différents projets. Le projet OOP, sur lequel je reviendrai un peu plus longuement. Un nouveau projet qui s'appelle Biocircular Cities. Donc tout cela, c'est plus regarder ce qu'on peut faire des déchets, comment on peut valoriser avec le lien avec l'utilisateur final. Nouveau projet qui va commencer bientôt, c'est un projet qui s'appelle Fairplay, et là c'est vraiment sur l'utilisation. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelle les fertilisants alternatifs, et pour nous c'est un moyen d'essayer de raccrocher les wagons entre l'utilisation finale et la gestion des déchets. Pour l'instant, c'est un fonctionnement assez en silo. On a un autre projet sur la partie plus production, distribution, sur ce qu'on appelle les systèmes alimentaires, qui s'appelle Food Us, que je vous expliquerai aussi. Et puis après, on a des choses un peu plus spécifiques. Donc on en a parlé un peu hier, du gaspillage alimentaire. L'année dernière, en fin d'année, il y a notre membre Bruxelles Environnement qui nous a demandé de faire une sorte d'étude sur tout ce qui s'est fait en matière d'impact avec d'action avec un impact mesuré sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et d'ici un mois, j'espère, on essaiera de restituer ça pour le plus grand nombre. Et puis, je vous l'ai déjà mentionné, mais notre publication sur la gouvernance, sur la bioéconomie circulaire, c'est un moyen aussi d'avoir une vision un peu plus large des modes de gouvernance, de comment on peut orchestrer un peu, réorganiser et décloisonner ces différentes étapes. Décisif, j'ai allé très vite parce que je pense que vous connaissez tous le projet. L'idée, c'était de fermer la boucle au niveau local avec des procédés plus petits, parce que l'approche biodéchets classique des villes, c'est des grandes usines, des grandes installations, massification. C'est un système qui a ses limites en termes de flexibilité, puisque souvent, quand on crée une usine de gestion de déchets, on se la coltine pendant 20 ans. Et du coup, il faut l'alimenter pendant 20 ans et il faut qu'elle soit pertinente pendant 20 ans. Donc il y a un enjeu de flexibilité qui est intéressant. Il y a aussi un enjeu pour les zones très difficilement accessibles, soit qu'elles soient reculées, soit à l'inverse dans des zones congestionnées, donc pour limiter le transport. Et ce qui nous a paru, nous, intéressant, c'est les différentes initiatives locales pour améliorer et mieux évaluer l'impact de ces stratégies. Donc il y a eu le site de Lyon. Il y a aussi toute une réflexion sur les cantines scolaires en Espagne, le projet en Italie, qui aurait pu être très intéressant, mais qui finalement s'est pas mis en place. Mais avec cette approche, comment réduire les distances de transport quand on est un lieu isolé. Et en Allemagne, où ils ont plus regardé, travaillé sur les modes de collecte adaptés, et puis aussi voir où sont les enjeux de prévention et les enjeux de recyclage. Food Us, l'idée, c'est de développer des solutions circulaires plus pour la production, consommation des aliments, avec 3 territoires pilotes, donc un au Danemark, un en Slovaquie et un en Espagne, sur 3 chaînes de valeur différentes, le pain, la salade et la viande. Donc pour vous donner une idée, au Danemark, ils vont réfléchir à comment réduire la consommation de viande, comment trouver des alternatives aux protéines animales, comment réduire les pertes le long de la chaîne de valeur. Pour nous, c'est intéressant parce que ça touche au système de production et de consommation qu'on connaît un peu moins. Quelque chose qu'on pilote sur ce projet, c'est on a inclus aussi 8 territoires qui sont extérieurs au projet pour voir dans quelle mesure ils pouvaient répliquer les conclusions des pilotes. Donc on leur donne un soutien méthodologique pour la réplication et puis on essaye de faire en sorte qu'ils mettent en place aussi des feuilles de route. Donc c'est une manière pour nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire beaucoup dans les projets européens, parce qu'on a pas mal de membres qui n'ont pas forcément la capacité, c'est un investissement de s'investir dans un projet européen. Il faut quelqu'un qui parle anglais de manière fonctionnelle aussi, ce qui n'est pas toujours facile. Et pour nous, ces systèmes-là, c'est un moyen de s'assurer qu'il y a une réplication qui va un peu plus loin que juste un rapport publié ou une conférence en fin de projet, et d'essayer d'adapter un peu mieux les trouvailles du projet dans les différentes contraintes locales.
Troisième projet, Biocircular Cities, donc, qui a commencé l'année dernière, qui est porté par un centre de recherche en Espagne, à Barcelone, qui est la Fondation ENT. Et c'est aussi encore un consortium, c'est un peu le principe de tous nos projets. Souvent, c'est des consortiums un peu multi-acteurs où on va avoir des autorités locales, des entreprises, des centres de recherche, et on va essayer tous d'apporter ce qu'on sait faire, et puis apporter aussi nos doutes, nos questionnements, pour, in fine, quand même améliorer de manière assez concrète la situation en termes de gestion de déchets ou en termes de bioéconomie. On a 3 territoires pilotes qui sont Barcelone, Naples et Pazardzhik, qui est une province en Bulgarie, qui vont travailler tous sur des choses un peu différentes. À Barcelone, ils vont travailler sur leur collecte des biodéchets qui est actuellement en porte-à-porte, qui a une qualité épouvantable, et qu'ils essayent de remettre non, ils ont une collecte en apport volontaire, pardon. Et ils essaient de la mettre en porte-à-porte, ce qui est compliqué pour une villes les plus denses d'Europe, pardon. À Naples, eux, ils vont travailler sur l'industrie agroalimentaire, notamment sur le café, et la valorisation des sous-produits issus du café. Bon, je ne vous cache pas qu'à Naples, il y a aussi des problèmes liés à la gouvernance, à les infrastructures de gestion de déchets, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc il y a d'autres problèmes. Et à Pazardzhik, ça va être plus sur c'est une zone très rurale où il y a des forêts et travail. Pour l'instant, il y a une bonne partie du bois, des chutes, qui n'est pas du tout utilisée ou alors qui est mise en décharge. Et l'idée, ça va être de trouver d'autres moyens de les valoriser. Donc l'idée, ça va être d'analyser la pertinence avec des analyses de cycle de vie et des analyses de coûts. Coût-bénéfice, et derrière nous on essaye d'en tirer des recommandations à l'échelle européenne, et l'idée c'est d'avoir aussi une approche participative, c'est-à-dire qu'on crée des living labs avec les différentes parties prenantes pour faire en sorte que les résultats du projet ils soient en adéquation avec les besoins locaux, puisque la valorisation c'est pas que l'affaire des villes, c'est l'affaire des acteurs qui vont des producteurs de déchets, mais aussi de ceux qui vont bénéficier des nouveaux produits. Et on essaye de mettre tous les gens autour de la table pour voir comment on peut aider, notamment l'aspect réglementaire dont on a beaucoup parlé, en quoi il y a des freins, qu'est-ce qui les bloque, l'aspect économique aussi est très important. Fairplay, nouveau projet, donc je sais juste pour l'instant le cahier des charges et les intentions. Et je sais ce que j'ai envie d'en tirer, donc c'est ce que je vais vous dire. L'idée, c'est d'évaluer le potentiel des engrais alternatifs, déchets, bouts de steppe principalement. L'intérêt, c'est qu'on a des représentants des autorités locales, des représentants d'entreprises qui gèrent des biodéchets, donc des stations de compostage, des méthaniseurs, et aussi des associations d'agriculteurs. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait à l'échelle régionale, mieux identifier les gisements de production d'engrais alternatifs et de voir où est-ce qu'on pourrait, quelle est l'utilisation optimale. Donc on va étudier des chaînes de valeur et voir finalement quelles sont les caractéristiques de ces engrais et où est-ce qu'on pourrait les utiliser au mieux. Et nous, ce qu'on veut en faire, c'est déjà ouvrir un peu plus l'aspect gestion des déchets à qu'est-ce qu'on va faire des sous-produits plutôt que comment on va demander aux gens à trier. Et puis d'aider les régions aussi parce que pour l'instant on a quand même le sentiment que l'utilisation de ces sous-produits est un peu par défaut, on va au plus près à celui qui en veut bien, et là ça va être plutôt de se dire ces choses-là, ces sous-produits-là ont de la valeur, où est-ce qu'on peut les utiliser au mieux, ou est-ce qu'il faut d'autres procédés pour qu'ils s'adaptent aux besoins locaux. Donc voilà, beaucoup de belles idées, puis on va confronter tout ça à la réalité des projets européens à partir du mois prochain. Ouais, je vais revenir sur la publication sur la bioéconomie circulaire. Juste pour vous signaler qu'il y a 3 cas d'études de 3 approches différentes en termes de gouvernance. On en a discuté pendant les ateliers. La gouvernance de la bioéconomie circulaire, c'est compliqué à la fois parce qu'il faut impliquer des acteurs extérieurs, mais aussi en interne des administrations publiques, parce que c'est des nouveaux sujets, et en fait, c'est des sujets qui touchent beaucoup de services différents, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes profils, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et l'idée, c'est comment on les met en ordre de bataille, comment on ménage les cultures différentes, les objectifs différents, et puis surtout qui a la légitimité pour arbitrer après les priorités. Voilà, le projet OUP.
Projet Hoop, c'est un projet Horizon 2020 qui a commencé il y a 18 mois. Alors, je ne sais plus à quoi correspond l'acronisme, puisque la nouvelle mode des acronismes, c'est d'en trouver un qui est sympa, et derrière, on trouve des lettres dans le titre, mais ça n'a plus rien à voir. Hoop, en anglais, c'est un anneau, c'est un cerceau, c'est le hula hoop, par exemple, et ça permet d'avoir 2 O, ce qui permet de faire un signe infini. C'est très sympa en termes de communication, donc c'est pour ça que les communicants sont partis là-dessus. Ils ont trouvé derrière un moyen pour le faire rentrer au chausse-pied. Peu importe. Et l'idée, c'est de comment on peut faire des villes, des hubs pour la bioéconomie circulaire. C'est vraiment le rôle des villes en termes de planificateurs ou même d'opérateurs de la gestion des déchets. Et bon, ça, c'est un peu le concept général. De manière plus précise, c'est comment ces villes peuvent s'emparer de nouvelles technologies qui ont été développées dans d'autres projets. Donc, il y a 3 projets qui sont Waste Up, Scalibur et Value Waste, qui ont défini des procédés innovants pour la valorisation des biodéchets ou des bouts de steppe, et comment ils peuvent mettre en place à une échelle opérationnelle ces technologies, et comment ça peut bénéficier au territoire, qu'est-ce qui est le plus pertinent, et comment on investit. Il y a la question de l'argent qui est très important et qui n'est pas souvent très bien abordé, et là c'est un moyen de l'aborder un peu mieux. Un gros projet avec beaucoup de partenaires, beaucoup de budget, 8 villes pilotes qu'on appelle les villes phares, et derrière des objectifs de concertation et d'implication. Voilà les 8 villes, je ne vais pas toutes vous les citer, mais très variées en termes géographiques, en termes d'avancée. Par exemple, on a Albano Laziale en Italie, où je crois qu'ils trient quasiment 80-85% de leurs biodéchets. On a d'autres territoires qui ont un peu plus de difficultés. On a des zones plus rurales, des zones plus denses. Et derrière, c'est de voir comment on va améliorer la collecte et comment ces technologies vont pouvoir aider l'équilibre économique de ces villes. L'idée, c'est de voir comment des différents procédés innovants vont permettre de contribuer au métabolisme urbain. Et il y a une part très importante sur comment on investit dans ces technologies, comment on crée des business models. Donc il y a différents acteurs, c'est ça aussi qui est intéressant. On a des entreprises publiques de gestion de déchets qui n'ont pas les mêmes impératifs que les villes. Les villes, elles vont plus chercher elles vont plus dire on veut bien investir dans la gestion des déchets, mais on ne va pas augmenter la taxe des habitants trop, parce que les gens ne vont pas être contents. Donc là-dessus, ça va être intéressant de voir les business models et comment on va pouvoir, comment ces nouvelles technologies vont pouvoir en fait se développer et allier développement économique et puis mieux disant environnemental. Alors là, ça va être la partie où je vais vous parler de technologies que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi. Nous, même si j'ai un profil d'ingénieur, je suis un peu éloigné des aspects procédés. Donc je vais juste vous les nommer, et éventuellement il y aura peut-être des points avec vos travaux. Notamment, je pense à celui-là, la production d'insectes pour l'alimentation animale. Ça va être réfléchi à Bergen et à Murcia en Espagne. On a la production de phosphate et d'ammonium à partir de Digesta à Porto et à Kuopio en Finlande. L'hydrolyse des matériaux lignocellulosiques à Münster, et la production de bioplastique à partir d'huile de cuisine usagée. Donc ça, c'est en Italie et en Grèce. Ah oui, et il y a un dernier projet de biocomposite à partir de déchets verts. Donc je vais essayer de vous les décrire, je vais aller très vite, plus entrant-sortant, qu'est-ce qu'on veut faire. Sachant que toutes ces technologies sont développées à des différents niveaux. Il y a soit des sites pilotes, soit des usines un peu plus grandes qui marchent. Et derrière, il y a des enjeux qui sont un peu différents. Donc voilà, la production de polyester biodégradable à partir d'huile alimentaire usagée. Donc la production d'insectes avec en ligne de mire la création d'aliments riches en protéines pour l'alimentation animale, avec les problèmes de réglementation. Là-dessus, il y a un groupe de travail auquel ce serait peut-être intéressant que je vous connecte. Il y a un groupe de travail qui essaye de faire avancer un peu la réglementation européenne sur le sujet. Et oui, ça va être un peu l'enjeu aussi là-dessus. Oui, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail en fait, des technologies.
parce que je vais vous raconter n'importe quoi et vous allez me juger. Dernier, celle-là, peut-être un peu plus originale, c'est la transformation de la berce du Caucase, que je ne connaissais pas. En anglais, c'est Giant Hogweed. Voilà. C'est une plante invasive, et là, l'idée, c'est d'en faire des fibres pour des matériaux de construction ou autres. Voilà, ça, c'est ce qu'ils vont faire à Almere, je crois, aux Pays-Bas. L'intérêt de Hoop aussi, c'est que c'est un projet collaboratif. Et alors ça, c'est vraiment un schéma qu'on a de plus en plus dans les projets européens, c'est-à-dire de mettre en place des living labs avec les parties prenantes des différents territoires pour les inclure dans les réflexions, dans la stratégie, mieux comprendre leurs enjeux, leurs contraintes, et faire en sorte qu'après le projet, il s'engage aussi dans une stratégie un peu plus durable. On a aussi un Circular Investment Board, où on a des organisations publiques et privées, notamment la Banque d'investissement européenne, mais aussi des fonds d'investissement privés ou publics, ou des plateformes d'investissement. Et l'idée, c'est d'avoir une réflexion sur le financement des projets de bioéconomie circulaire. Donc pour les investisseurs, ça va être comment on évalue qu'un projet, quels critères on utilise pour savoir si c'est un projet intéressant, si c'est un projet viable, si c'est un projet qui va dans le bon sens. C'est aussi toutes les questions de taxonomie qu'on a beaucoup en Europe là-dessus. Et quelque chose qu'on gère, nous, à ACR+, c'est le Hoop Network of Cities and Regions. L'idée, pour nous, c'est d'avoir un réseau, in fine, de 100 villes, de 100 régions, ou alors d'acteurs locaux de la bioéconomie, et de voir dans quelle mesure on peut les impliquer dans des visites, dans des réunions, pour qu'eux aussi partagent leurs difficultés ou alors leurs solutions avec les pilotes. Et de créer comme ça un groupe d'échange un peu structuré sur la bioéconomie locale avec des villes et des régions. Donc pour l'instant, on a une trentaine, entre 30 et 40 participants, et on va lancer bientôt une plateforme pour favoriser les échanges. Voilà, j'aurais bien aimé partager des ressources, mais pour l'instant, il y a beaucoup de... C'est un peu le problème. On parlait du temps long de la recherche, il y a aussi le temps long des projets européens. On a 18 mois pendant lesquels on essaie de comprendre ce qui se passe, et beaucoup de rapports confidentiels que je ne peux pas partager avec vous. Mais très bientôt, on va avoir des rapports ou des fiches synthétiques sur les business models circulaires, sur les technologies de traitement, et un guide sur les investissements circulaires à destination des villes et des régions. Donc là aussi, je vous invite à aller voir sur le site, éventuellement vous inscrire à la newsletter pour être mis au courant des rapports qui vont sortir. Je ne vais pas rentrer là trop dans le détail, parce que c'est plus à destination des villes et des régions. Et je vais finir, pour qu'on ait du temps pour discuter, sur un peu un pot pourri de où est-ce qu'on en est sur nos réflexions sur la bioéconomie circulaire, ce qu'on sait et ce qu'on aimerait savoir, et peut-être pourquoi vous avez des réponses. Je vous parlais de notre stratégie carbone. Donc on regarde les déchets municipaux et on regarde l'empreinte carbone des déchets municipaux, donc à la fois en termes de fin de vie, mais aussi en termes d'impact intégré dans les produits qu'on jette. Et on a fait cet exercice sur 6 membres pour l'instant, donc des régions, des villes ou même un pays. On a l'Irlande. Et ce qui ressort, c'est que l'alimentation, les déchets alimentaires, c'est une part importante en fait de l'empreinte carbone, ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais ce qui peut être une surprise pour les membres, puisqu'on ne sait pas forcément ce qu'ils associent à l'empreinte carbone. L'autre surprise, c'est les textiles qui ont un poids énorme en fait, dans l'empreinte carbone, alors que ça représente 10-20 kg par habitant sur 400-500 kg de déchets municipaux. Mais bon, je vais parler plutôt de déchets alimentaires. Et en fait, quand on regarde l'empreinte carbone plus dans le détail, quand on regarde ce qui est lié aux différents modes de traitement, recyclage, on a des profils qui reflètent des organisations différentes. Par exemple, là, c'est l'impact de l'enfouissement. Ça reflète évidemment la part de l'enfouissement dans les différents territoires et en quelle mesure on enfouit les déchets alimentaires. Donc c'est un impact plutôt négatif. L'incinération, l'impact va plutôt dépendre de la performance des installations, de la performance énergétique, de l'énergie, du type d'énergie qu'ils produisent. Autre, bon ça c'est pas très intéressant. Ah zut, je voulais ménager mon effet, mais bon. Recyclage, là aussi on a un impact qui est assez limité et qui dépend très fortement en fait du type de traitement, donc notamment quelle énergie on va produire, quel est le mix énergétique à quoi on va substituer, mais aussi comment on va utiliser les sous-produits, si on va juste épandre le digesta ou alors si on va créer
d'autres produits à plus forte valeur ajoutée. Et l'écrasante majorité de l'empreinte carbone de l'alimentation, c'est lié pas à la fin de vie, mais à tout ce qui est production, extraction des ressources. Et en fait, c'est vrai pour la plupart des flux de déchets. Et en fait, dans cette campagne carbone, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est alors qu'est-ce que ça veut dire réduire de 25% l'empreinte carbone des déchets municipaux. Et dans certains territoires, ça peut être, on va retirer un peu, notamment de déchets alimentaires, des décharges pour les recycler. Mais la plupart du temps, il va falloir réduire les déchets et pas les réduire de 10%, il va falloir les réduire de 25, 30, 40%. Et 25%, on est déjà loin des objectifs qu'on s'est fixés pour 2030. Donc voilà, le message de la campagne, c'est mettez un peu plus le focus sur la prévention. C'est vraiment là où on va faire la différence d'un point de vue carbone. Ce à quoi on nous répond souvent, oui, mais les objectifs réglementaires, c'est le recyclage, donc c'est la priorité des décideurs. Voilà. Au niveau de la prévention du gaspillage alimentaire, donc je vous ai parlé de cette étude qu'on a fait pour Bruxelles. On a fait donc ce qu'on a appelé un benchmark des actions, des stratégies pour voir est-ce qu'on sait ce qui marche, est-ce qu'on sait quelles sont les stratégies qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire. Et en fait, il y a peu d'éléments chiffrés, très très peu. Il y en a quand même. On a notamment la campagne Love Food Hate Waste au Royaume-Uni qui est très bien documentée, mais c'est un peu une exception. Donc, il y a beaucoup de stratégies, mais qui ne sont pas du tout suivies. Donc, on n'a aucune idée de l'efficacité des différents instruments. Elles sont déjà pas vraiment suivies dans leur globalité et encore moins dans les différentes actions qu'ils mettent en place. On a très peu de campagnes, par exemple, de communication ambitieuses qui ont évalué l'état du gaspillage avant et après. Aussi parce que c'est compliqué à mettre en place. Et on a certains territoires qui suivent les gestes de prévention, mais assez peu au final. Ce qui en ressort, c'est qu'il faut un message en continu, mais que le gaspillage alimentaire dépend très fort des types de foyers, la taille des foyers, s'il y a des enfants, l'âge moyen, les revenus, l'état de l'offre alimentaire autour. Et on va avoir ce message pour dire attention, c'est important, mais il faut aussi avoir des messages beaucoup plus ciblés, qui ciblent une partie de la population, qui ne parlent pas de 300 gestes, mais qui parlent d'un geste très bien précis, de préférence en lien avec l'événement. On va parler des repas de fête de fin d'année, on va parler des barbecues en été. Et on va aborder point par point. On va parler soit comment stocker tel type d'aliment qui est mal stocké, ou alors comment évaluer les proportions, ou alors comment gérer son stock d'aliments. Un des gros freins aussi, c'est le décalage entre la perception des ménages et le gaspillage, c'est-à-dire que personne gaspille. Quand on demande là, qui pose la question, personne gaspille. Et je ne sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression aussi que c'est parce que le gaspillage, c'est soit lié à des imprévus, souvent, ou alors, donc on se dit, bon, c'est pas ma faute, en gros, ou alors que c'est des quantités qui sont assez réduites et qu'on ne voit pas, qu'on invisibilise. Et en fait, ce qui marche bien, c'est de faire peser aux gens leur gaspillage pendant une semaine, de dire, voilà, maintenant, vous allez essayer de faire ça, je sais pas, vous allez essayer de faire une liste de courses, ou alors vous allez essayer de mieux gérer vos proportions, ou alors vous allez cuisiner les restes une fois par semaine. Et derrière, ils vont remesurer, ils vont se dire, ah oui, et là, on arrive à des réductions de gaspillage de 50, 60, 70%. 70%, donc, pour les Belges. Et l'enjeu, c'est comment on pousse tout le monde à faire ça, en fait. Et c'est pas évident. Et autant dans la gestion des déchets, on a des instruments forts, des instruments incitatifs qu'on connaît, qui marchent très bien. Autant pour ce qui est du gaspillage alimentaire, il faut encore qu'on invente ces instruments qui permettent de pousser les gens à s'y intéresser. Quelque chose qui peut être fait, pas avec les habitants, mais avec la distribution ou les producteurs, c'est une meilleure information sur les produits. On en parle tout le temps. Il y a un travail de la Commission en ce moment sur des dates limites de consommation et les dates limites. Alors c'est comment en France? Usage optimum, ça change dans tous les pays, qui sont mal comprises, mal utilisées. On estime qu'il y a un potentiel de 10 à 15% de réduction en améliorant soit le message. Alors ça peut passer par arrêter de consommer de préférence, mais dire vous pouvez aussi les manger après, mais c'est moins bon, ou alors aussi sur la manière de le présenter. Essayer d'harmoniser aussi des informations sur le stockage, qu'est-ce qu'on peut congeler, quand on peut le congeler. Donc là, il y a eu pas mal de travail au Royaume-Uni ou au Danemark, en Norvège, et il y a un impact fort en fait sur le gaspillage qui est lié à ce travail avec la grande distribution.
La difficulté, c'est que c'est un travail qui, pour nous en tout cas, peut pas être vraiment géré à l'échelle d'une région, d'une petite région. C'est des réflexions qui doivent être nationales ou mieux européennes. Et voilà, ça prend un peu de temps. Le point qu'on maîtrise un peu mieux, les biodéchets, comment les collecter. L'enjeu, c'est pour les biodéchets, je vais vous parler plutôt de déchets municipaux, c'est les déchets alimentaires, parce que les déchets verts, si vous mettez en place un système de collecte, souvent les gens vont l'utiliser parce que ça embête tout le monde. Déchets alimentaires, c'est plus compliqué. Et on estime que seulement 20% de déchets alimentaires sont collectés en Europe. Et en fait, même les territoires qui ont mis en place depuis longtemps la collecte des biodéchets, on se rend compte qu'au final, ils captent beaucoup de déchets verts, mais pas beaucoup de déchets alimentaires. Il y a des territoires très en avance. On a eu des territoires très très performants qui captent 80-85% de leurs déchets alimentaires et d'autres très très en retard. Et maintenant, il y a l'obligation de tri qui se profile, qui approche. Et tout le monde va devoir s'y mettre. Des pratiques très différentes, mais ça, c'est pas lié seulement aux déchets verts, aux déchets alimentaires. Alors, comment on modélise un peu le passage au geste de tri? 3 choses. On a besoin d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. On a besoin de leur donner un moyen de le faire correctement. Et quand ça, c'est bien fait, il faut leur donner une bonne raison de le faire. Au niveau de l'information, là aussi, c'est des conseils, des recommandations qui s'appliquent à tout type de déchets. Il ne faut pas seulement que l'information soit là, il faut aussi l'apporter aux gens, et notamment l'apporter à des gens qui peuvent être plus déconnectés, donc les gens en habitat vertical, qui vont avoir une interface entre leur poubelle et puis le système de gestion de déchets. Il ne faut pas seulement expliquer pourquoi on fait ça, mais aussi comment, notamment quand on apporte des changements. Je vais dire l'inverse. Il ne faut pas seulement dire comment il faut le faire, mais pourquoi il faut le faire, notamment quand on change le système. Et il y a aussi, comme le gaspillage alimentaire, au bout d'un moment, la communication va trouver ses limites et va falloir cibler les zones qui sont les moins bonnes ou les gens qui ont des problèmes de compréhension, soit qui ne parlent pas la langue, soit qui sont nouveaux venus et qui ne triaient pas les déchets chez eux. Par exemple, à Bruxelles, il y a un quart ou un tiers de non-belges. Il y a moi déjà, et puis il y a les autres. Oui, quand on arrive à Bruxelles, moi je ne triais pas les biodéchets avant, et voilà, bon bref. Hop, ça va trop vite. Praticité, très important pour les biodéchets, mais pour les déchets en général, c'est vraiment trouver le système de collecte qui est adapté à la typologie. Est-ce qu'on peut mettre du porte-à-porte? Le porte-à-porte, ça va dire que les gens vont devoir stocker chez eux. Est-ce qu'ils ont la place de stocker? Comment ils peuvent stocker? Est-ce qu'on peut les aider à stocker chez eux? Ça aussi, c'est très important pour les biodéchets, parce que ça sent pas bon. Il y a des mouches, il y a des fuites potentielles. Donc les équiper de bioseaux, de sacs. Et puis après, derrière, essayer d'avoir différents modes de collecte en fonction des zones, différentes fréquences. Ça aussi, ça peut être compliqué d'expliquer que le service n'est pas le même en fonction de là où on habite. Dernier point, et c'est vraiment le point qui fait la différence entre les bons élèves et les très bons élèves, c'est les instruments incitatifs. C'est aussi quelque chose que les décideurs locaux n'aiment pas trop entendre parler, notamment la tarification incitative. Il y a une vraie différence. Tous les territoires en avance utilisent ce genre d'instruments, ou alors des obligations où on va regarder si le tri est fait et éventuellement mettre des amendes. Un autre moyen de motiver, un peu plus doux, c'est de réduire les fréquences de collecte des résiduels. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on vous laisse une collecte par semaine pour les biodéchets, mais alors les résiduels, c'est une fois toutes les 2 semaines. Et si vous voulez vous débarrasser de vos biodéchets, va falloir utiliser la collecte des biodéchets. Et là-dessus, c'est des instruments qui sont compliqués. Au final, la plupart du temps, ça se passe bien, même tout le temps, ça se passe bien. Mais quand on regarde des territoires, je pense il y a des villes en Wallonie qui ont mis en place la collecte des biodéchets, et on a une différence du simple au triple des quantités collectées entre ceux qui utilisent seulement de la communication et ont mis en place une collecte, et ceux qui ont utilisé une tarification incitative. Donc c'est pas non plus une question de contexte ou une question de mentalité, c'est vraiment une question d'instrument, et en règle générale, c'est vraiment ces 3 éléments-là qui vont faire qu'un système est performant ou pas. Alors ça, c'est pour les producteurs de déchets, mais derrière, il faut motiver aussi les villes et les territoires à mettre en place des stratégies efficaces, et c'est la question du cadre réglementaire et économique. Et là-dessus, il y a différentes dimensions sur lesquelles il faut aussi travailler.
C'est-à-dire que, comme pour les habitants, si on leur dit pas quoi faire, si on leur donne pas les moyens de le faire, et s'ils ne voient pas l'intérêt, ils vont pas le faire. Ben, les décideurs locaux, c'est pareil. S'ils n'ont pas une bonne raison de le faire, si ça leur coûte plus cher, s'ils savent pas comment faire, ils vont pas le faire non plus. L'instrument très efficace qu'on voit sur les biodéchets, c'est les instruments économiques, notamment les taxes à l'élimination, les tarifications incitatives, ça je vous en ai parlé, et de faire en sorte que c'est plus cher, tout bêtement, d'éliminer que de valoriser. Et il y a aussi tout un tas de systèmes, c'est pas seulement taxer, mais aussi de voir dans quelle mesure on peut moduler pour faire en sorte, par exemple, si les villes mettent en place la collecte des biodéchets, alors on va moduler la taxe, ou alors on va utiliser le produit de la taxe pour les investissements. Donc voilà, c'est la carotte et le bâton, en gros. La vision transversale, on a un peu parlé dans les ateliers. Pour l'instant, on a vraiment une approche déchets, c'est-à-dire qu'on va regarder comment on collecte, où est-ce qu'on peut l'emmener au plus près pour que ça coûte moins cher, mais on ne va pas vraiment se poser la question de pourquoi on le fait, de pourquoi on trie les biodéchets, quelle est l'utilisation des sous-produits, est-ce qu'il vaut mieux composter, est-ce qu'il vaut mieux créer de l'énergie. C'est une réflexion qui rentre en jeu, mais pas autant qu'on pourrait, et c'est quelque chose aussi qui est lié au fait qu'on travaille aussi beaucoup en silo dans la gestion des déchets. Les objectifs réglementaires, j'en ai parlé. Le recyclage, les objectifs européens de recyclage, c'était un vrai booster, en fait. Bon, c'est fait de manière assez imparfaite, mais puisque on peut calculer un peu comme on veut, jusqu'à maintenant où il faut vraiment calculer ce qui est recyclé. Mais ces objectifs réglementaires, pour les décideurs, c'est vraiment quelque chose à suivre et quelque chose qui va les pousser à investir. Et l'absence d'objectifs pour la prévention, pour le réemploi, on voit ça vraiment comme un frein. On ne prend pas au sérieux ces choses-là parce que derrière, il n'y a pas vraiment de conséquences à le suivre ou pas. Quelque chose qui est un peu corollaire à la vision transversale, mieux penser les questions de qualité. On est beaucoup sur des indicateurs quantitatifs et pas beaucoup sur la qualité. On suit assez mal la qualité, on la suit de manière différente. Là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Les nouveaux procédés de valorisation, alors c'est là où... en fait, nous, on voit tout ce qui est bioéconomie, bioressources, bioplastique qui arrive. Et il y a vraiment... Enfin, on sent comme une fébrilité autour de remplacer certains produits par du biosourcé ou créer de la valeur grâce à cette nouvelle bioéconomie. C'est une ressource. Et pour nous, il y a l'aspect circulaire qui est vraiment important. Notamment, ce qu'on voit avec les bioplastiques, c'est que pour l'instant, les villes, nos membres qui récupèrent des bioplastiques ne savent pas quoi en faire. Ils les retrouvent dans les centres de tri, ils ne peuvent pas les valoriser. On ne sait pas vraiment quoi dire aux habitants sur ce qu'il faut en faire. On peut leur dire de les mettre dans le résiduel. On ne sait pas comment vraiment expliquer quelle est la différence entre un bioplastique biodégradable, biosourcé, biocompostable. Donc, toutes ces réflexions sur ces nouveaux produits biosourcés, ils doivent s'accompagner d'une réflexion sur la circularité. Et pour l'instant, nous, on est plutôt en attente. On demande de voir comment ces nouveaux produits peuvent s'inscrire dans les systèmes actuels. Et les freins réglementaires, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Donc, je vais pas revenir dessus. Et puis, je prends beaucoup de temps. Et c'était... Oui, dernière slide, après on peut discuter. Ok. On est tous fatigués, même la télécommande. Pardon. Ouais, les enjeux pour nous, c'est de développer des approches transversales. Je pense que tout le monde en a parlé pendant les réunions. Et pour nous, pour nos travaux, c'est aussi... on a des interlocuteurs qui sont des gens du déchet, de l'économie circulaire, mais ça va être aussi d'aller toucher des gens qui parlent de sol, qui parlent d'agriculture, qui parlent de consommation. Et ce n'est pas forcément des interlocuteurs. Et de voir comment on peut essayer de les comprendre et comment on peut essayer de les aider aussi. J'ai parlé des nouvelles gouvernances territoriales, comment on met en place autour de la table les différents interlocuteurs, qui a la légitimité pour le faire. Et oui, une crainte qu'on a, c'est vraiment de substituer des systèmes fossiles linéaires par des systèmes biosourcés linéaires. On voit avec la directive sur les emballages à usage unique, on voit beaucoup, alors on n'a plus le droit d'avoir des couverts en plastique, on va remplacer par des plastiques biosourcés ou par d'autres produits, et alors que la réflexion, ça devrait être, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions de réemploi? Et on a peur,
Ouais, on craint un peu de voir une substitution qui va pas résoudre le problème à long terme, et on veut vraiment voir une approche plus globale. Et pour nous, c'est aussi pour ça que la recherche est intéressante, c'est pour quel type de produit on peut dire alors là on y va, là c'est intéressant, là une fois qu'on les récupérera dans nos poubelles, on pourra en faire quelque chose. Ou alors ça c'est vraiment une mauvaise idée et il faut qu'on travaille sur du réemploi, ou alors on peut s'en passer. Voilà, c'est des réflexions un peu en vrac. Et je suis dispo pour répondre à vos questions.